Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Il y avait 2 mois, on a parlé beaucoup d'une frappe potentielle des États-Unis contre Pyongyang, contre la Corée du Nord. On avait même parlé d'une seconde guerre de Corée. Mais aujourd'hui, un sommet entre les dirigeants de Corée du Nord et Corée du Sud va établir dans quelques jours. Même une rencontre entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, le leader suprême de Corée du Nord. Alors apparemment, la paix se lève sur l'horizon. Au moins, c'est un grand espoir. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre visite de Kim Jong-un, la première visite de Kim Jong-un à l'étranger, en Chine, à Pékin. Alors, pourquoi cette visite? Quel rôle de cette visite a joué dans le processus de la paix sur le péninsule de Corée? Alors aujourd'hui, pour analyser cette visite, l'importance de cette visite, je suis très heureux d'avoir un invité, Caroline Puel. Caroline Puel est un expert de la Chine. Elle connaît très bien notre pays, surtout l'économie aussi. Elle est l'auteure de 30 glorieuses de la Chine. C'est un best-seller sur ces 30 dernières années de la Chine. Ça vous a surpris aussi de visiter de Kim Jong-un à Pékin? Très honnêtement, non. Ce qui m'a surpris, c'est peut-être la date, mais depuis le départ, il me paraissait évident que cette rencontre allait avoir lieu, qu'elle devait avoir lieu, puisque l'on connaît quand même très bien tout le passé important de la relation entre la Chine et la Corée, que ce soit la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Juste pour un petit rappel de la relation très étroite qui a existé entre ces pays du temps de l'Empire chinois avant la révolution communiste, du rôle très important qui a été joué par la Chine au moment de la guerre de Corée, donc entre 1950 et 1953. La Chine faisait partie des signataires de l'armistice en 1953. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'au moment où la partition de la péninsule s'est faite, donc à cette époque-là, il devait y avoir une étape suivante qui devait être un traité de paix, et que ce traité de paix n'a toujours pas été signé. Donc officiellement, les deux Corées sont toujours en guerre. Et donc il paraît logique que les pays signataires de l'armistice soient parmi les premiers concernés donc par cette question coréenne. Bon, en plus de ça, il est question là de 2 voisins. On sait qu'il y a des échanges économiques très importants entre les deux. On pourra y revenir, mais donc voilà, il paraissait logique que cette rencontre ait lieu. Donc pour vous, ce n'est pas une surprise. En fait, c'est un résultat logique des relations, de longues relations entre les deux pays. Mais quand même, c'est une visite un peu secrète qu'on a annoncée après le départ de Kim Jong-un. Et surtout, c'est que c'est un moment assez délicat, c'est-à-dire avant le sommet Corée Nord et Sud, avant la rencontre de Donald Trump et Kim Jong-un. Oui. Alors, en fait, chaque fois qu'un dirigeant nord-coréen s'est rendu en Chine, ça a toujours été secret. On l'a généralement appris pendant la visite ou même après la visite, ce qui fut le cas lorsque le grand-père Kim Il-sung est venu en Chine. Le père de l'actuel dirigeant, donc Kim Jong-il, est venu à 3 reprises, je crois, entre l'an 2000 ou 4 reprises, entre l'an 2000 et 2012, et 2011, donc de son vivant. Et donc là, c'est la première fois, par contre, ça c'est important, le timing est évidemment très important, c'est la première fois que le nouveau dirigeant nord-coréen sort de chez lui. Donc on est quand même toujours dans cette ancienne logique de la relation quand même très proche de la Corée du Nord à l'égard de la Chine. Pour mieux comprendre cette visite, j'invite à tous de nos téléspectateurs à regarder ce petit reportage préparé par nos journalistes. Voilà.
Depuis le début des relations entre la Chine et la RPDC, Kim Il-sung a visité la Chine près d'une quarantaine de fois et Kim Jong-il 7 fois. Kim Jong-un s'est lui rendu à Pékin fin mars 2018, effectuant sa toute première visite en Chine depuis son arrivée au pouvoir. Lors de cette rencontre, Xi Jinping a affirmé vouloir maintenir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RPDC et la développer davantage. C'est un choix stratégique pris par les deux parties qui se fondent sur l'histoire et la réalité et se base sur la situation internationale actuelle et la relation entre la Chine et la RPDC et qui est également le seul bon choix. Un événement isolé ne doit pas changer et ne changera pas cela. Les médias de la RPDC ont couvert la visite de Kim Jong-un en Chine et un reportage de plus d'une demi-heure a ainsi été diffusé à la télévision centrale coréenne. Le gouvernement sud-coréen a jugé cette visite positive. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié la visite du dirigeant de la RPDC en Chine d'extrêmement encourageante. Je pense que la Chine est un acteur important dans la résolution du conflit nord-coréen. Je considère donc les récents événements comme étant extrêmement encourageants. Dans la même journée, le ministère des Affaires étrangères de Russie a déclaré que la visite de Kim Jong-un en Chine contribue à la résolution du conflit dans la péninsule et a de ce fait félicité cette initiative. Kim Jong-un a choisi la Chine comme destination de sa première visite d'État afin de montrer la stabilité des relations sino-nord-coréennes. Si l'on observe attentivement chaque détail de ces visites, nous pouvons remarquer les liens et l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord. Il est important de souligner également la transmission et le développement de cette amitié, malgré le fait que les relations entre les deux pays ont été affectées par certains conflits régionaux. Cette visite a été l'occasion pour Kim Jong-un et Xi Jinping de se rencontrer plus longuement et de réitérer leur souhait de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Je pense que le signal qui a été donné par cette rencontre est que les puissances de la région jouent un rôle certain dans le conflit de la péninsule et que Pékin est indispensable dans la résolution finale du conflit. Je pense que c'est une visite d'une très grande importance et très claire. La Chine veut montrer au monde entier sa très bonne relation avec la Corée du Nord et son influence sur celle-ci. C'est un pas historique, mais aussi un pas considérable qui a été franchi. Le monde connaît très mal Kim Jong-un et il a eu la volonté de faire une visite d'État en Chine. C'est de mon point de vue un signal très positif et des changements vont s'opérer. En fait, ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite non officielle. Depuis un certain temps, les gens disent que les relations se sont détériorées entre la Corée du Nord et la Chine. Les deux parties apparemment ont eu une tension assez vive parce que depuis un certain temps, la Corée du Nord ne parle plus apparemment avec Pékin. Est-ce que cette visite prouve le contraire? Alors vous le dites, elle ne parle plus apparemment. Il y a évidemment une partie publique et une partie secrète, particulièrement avec des pays comme celui-là. Donc il est certain que la diplomatie souterraine s'est maintenue. Maintenant, si on reprend un petit peu les éléments depuis l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir, donc en décembre 2011, vous avez eu d'abord une première phase où on a eu quand même le sentiment que la Corée du Nord souhaitait prendre des distances par rapport à la Chine. Il y a eu plusieurs gestes qui ont eu lieu à ce moment-là, notamment l'élimination d'une partie des conseillers du père de Kim Jong-un, qui, notamment celui qui était censé faire justement le lien dans la relation avec la Chine, ce qui à l'époque a provoqué pas mal d'émoi, puisque ça a été non seulement une élimination politique, mais également physique, et cette fois rendue publique. Mais vous avez eu aussi visiblement une forme d'agacement de la part de la Chine, du côté un petit peu virulent, provocateur de la Corée du Nord. Et donc un désir un petit peu par rapport aux essais nucléaires, de prendre de la distance. Pékin, de ce que l'on en comprend du point de vue occidental, n'était pas favorable à la poursuite de ces essais nucléaires nord-coréens, a essayé de limiter les choses. Mais je pense que ça doit s'analyser aussi du point de vue nord-coréen et du point de vue de la prise de pouvoir
à l'intérieur de la Corée du Nord, donc par le jeune héritier, qui a à peine 30 ans, et dont on sait que son système est particulièrement complexe. Et quelque part, son père avait fait le même chemin, c'est-à-dire qu'à l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-il, au milieu des années 1990, vous avez eu dans un premier temps une phase de froid entre les deux pays, puis progressivement la réelle politique l'a emporté, et dans les dernières années, le père de l'actuel leader était même devenu très impressionné par l'ouverture chinoise et les réformes. Il était venu à Shanghai, il était allé à Shenzhen, et à chaque fois la Chine essayait de l'entraîner sur son chemin de l'ouverture et des réformes et de la convaincre de la nécessité d'aller sur cette route. Donc là, on a eu un début de présidence très différent, prise de distance réelle, mais néanmoins une nécessité de se parler quand on est deux voisins et que l'on se connaît ainsi de longue date, et puis surtout lorsqu'on a une relation économique quand même très importante. J'ai pu aller en Corée du Nord, voir comment se passait le développement économique et la présence chinoise de l'autre côté dans ce pays. C'est quand même très impressionnant. Vous avez la présence chinoise, la présence économique chinoise. Vous avez beaucoup d'industries, vous avez des délocalisations, vous avez beaucoup de touristes chinois. Donc c'est une part d'économie importante. Et cette rencontre, comme il est juste avant la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, certains disent que ça met un peu l'embarras du président américain. Est-ce que pour vous, le président américain qui aime bien, comment dirais-je, surprend tout le monde, qui aime bien faire des gestes que tout le monde ne peut pas prévoir, et cette fois-ci, pensez-vous que la rencontre Kim Jong-un et Donald Trump peut aboutir à quelque chose? Ou Donald Trump, à la dernière minute, peut supprimer cette visite, cette rencontre? Il n'est jamais exclu qu'il y ait encore un retournement. Donc, d'autant que l'annonce qui a été faite le 8 mars par Donald Trump a surpris beaucoup de monde, y compris ses conseillers immédiats. Son secrétaire d'État ne le savait pas. Il ne le savait pas. Donc, vous avez autour de lui une partie de personnes qui sont favorables à cet apaisement et qui pensent qu'effectivement les États-Unis et la Corée du Nord s'engagent sur le bon chemin à partir du moment où ils acceptent de se parler. Mais vous avez aussi, dans ce qu'on appelle les faucons, c'est-à-dire les plus conservateurs à l'intérieur du système américain, une frange qui, elle, est pour vraiment le maintien du rapport de force difficile et qui continue à peser. Donc, j'allais dire que jusqu'au dernier moment, on ne peut exclure la possibilité d'un retour en arrière. Ce qui est certain aussi, c'est que cette visite, j'imagine bien que les diplomates américains en ont été prévenus, puisque d'ailleurs l'annonce est sortie d'une agence américaine, Bloomberg. Donc les Américains savaient que cette visite allait se faire, ou au moins l'ont su dans les dernières heures. J'imagine qu'ils n'ont pas été ravis. Mais néanmoins, ils sont aussi obligés de prendre acte de ce qui se passe sur le terrain de la géopolitique dans la région. Et peut-être que c'était une manière, j'allais dire, très chinoise pour Pékin de montrer qu'elle était toujours dans le jeu et que contrairement à ce qu'on avait pu croire, elle n'était pas sortie de cette relation. Il m'a d'ailleurs semblé, quand on a vu la reprise de contact entre les deux Corées, donc à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver au mois de février, qu'il s'agissait là quand même d'une stratégie très, très chinoise. Vous avez eu dans les années 50 et 60 une diplomatie du ping-pong, une diplomatie des pandas. De l'équipe américaine de ping-pong en Chine. Voilà. Donc oui, dans les années 70. Donc vous avez... moi je pense qu'on restait quand même dans la grande tradition et que personne n'était totalement dupe par rapport à cela. Mais également, j'allais dire, dans le côté information asymétrique, c'est-à-dire on ne donne qu'une partie des éléments où on présente les faits le jour où ils se produisent. Bon, dans cette crise, la Chine a un rôle, le Corée du Nord aussi, mais
Bien sûr, les États-Unis. Les États-Unis, vous voyez, récemment a recommencé des manœuvres militaires avec le Corée du Sud. Alors, on doute que les États-Unis recommencent à provoquer quelque chose. Bon, pour comprendre les États-Unis et cette crise, je vous invite à regarder ce reportage. Durant la guerre froide, les États-Unis déploient des armes tactiques nucléaires en Corée du Sud, faisant ainsi entrer la péninsule coréenne dans l'ère atomique. De 1992 à 1993, les États-Unis et la Corée du Sud organisent à plusieurs reprises des exercices militaires communs. La République populaire démocratique de Corée s'oppose fortement à ces manœuvres et notifie à l'Agence internationale de l'énergie atomique son intention de quitter officiellement le traité de non-prolifération nucléaire. Finalement, en 1994, Washington et Pyongyang signent à Genève un accord cadre entre les États-Unis et la RPDC. Les deux pays entament alors une période de négociations rapprochée. En 2001, George Bush Jr. entre à la Maison-Blanche. Il classifie la RPDC parmi les pays faisant partie de l'axe du mal et ferme la porte des discussions. En janvier 2003, la RPDC annonce sa sortie du traité de non-prolifération nucléaire. La même année, la Chine, la RPDC, les États-Unis, la Corée du Sud, la Russie et le Japon se réunissent à Beijing pour des pourparlers à 6. Sous l'administration Obama, les États-Unis adoptent une politique de patience stratégique envers Pyongyang, refusant le dialogue avec la RPDC et mettant en œuvre un nouveau volet de sanctions. Sous l'administration Trump, après une première phase dite de pression maximale, la décision d'une reprise de contact pourrait s'avérer un tournant dans la crise nucléaire de la péninsule. Seul le temps nous le dira. Dites-nous un peu quel est votre jugement sur le résultat de cette rencontre potentielle, bien sûr. Je pense d'abord que la Corée du Nord souhaite cette rencontre depuis très longtemps et la demande depuis très longtemps. Depuis longtemps parce que les Américains ont refusé toujours. Ils avaient toujours refusé. Cette fois-ci, donc, l'invitation est passée par le biais de la diplomatie sud-coréenne. Et donc, il y a eu cette forme de surprise du fait que Donald Trump l'accepte. Pour moi, je pense que c'est positif. Il faut absolument faire retomber les tensions dans cette région du monde. On a suffisamment de foyers de tension ailleurs, voilà. Et le dialogue reste évidemment la meilleure manière de résoudre les conflits. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ce que j'observe, c'est que on a finalement deux leaders. Donc si je regarde le leader nord-coréen et le leader américain, l'un a 30 ans, l'autre a 70 ans. Oui, mais j'allais dire que lorsqu'on rentre dans un rôle politique, l'âge n'importe plus. Ce qui compte, c'est le charisme, c'est le pouvoir politique qui est incarné. Alors évidemment, il peut y avoir des formes d'intimidation, mais je trouve que on a là face à face finalement deux hommes qui savent très bien jouer dans le rôle de la négociation et de la montée des enchères. C'est-à-dire que là, de part et d'autre, on fait monter les enchères au maximum avant la rencontre, mais qu'il y a toujours une part de négociation possible. Ce que voulait la Corée du Nord, quelque part, de ce que l'on peut en comprendre, c'était la garantie de la sécurité. C'est aussi pour ça, certainement, qu'elle a pris ses distances par rapport à la Chine dans les premières années, de manière à réellement terminer l'avancée qu'elle s'était fixée dans la construction d'un arsenal dissuasif, enfin espérons dissuasif. En tout cas, c'est son discours. Et en novembre dernier, on a quand même eu le sentiment que l'on changeait de séquence et que la Corée du Nord entrait dans une autre phase, considérait que ce qu'elle avait construit sur le plan nucléaire était à présent consolidé, lui avait en réalité permis, pour lui, Kim Jong-un, de consolider son pouvoir à l'intérieur, et que donc maintenant il y avait une possibilité d'ouverture à la négociation. Et côté américain, vous vous souvenez qu'à la fin de l'été 2017, on était quand même dans un discours extrêmement enflammé de la part du président américain, annonçant donc qu'il y aurait
fire and fury, donc des flammes et de la violence si la Corée du Nord allait plus loin. Aujourd'hui, cela a sans doute, ce discours extrêmement ferme et violent a sans doute permis aussi de marquer une limite. Et maintenant, on rentre dans la séquence de la négociation. Donc ça me paraît une bonne chose. Bon, ça introduit notre troisième reportage. Et j'ai d'autres questions sur le rôle de l'Europe. Bon, d'abord, on va regarder le troisième reportage. Le 8 mars, le chef du bureau de la sécurité nationale de Corée du Sud, Chung Eun-yong, en visite aux États-Unis, annonce qu'une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président du Parti du travail de Corée, Kim Jong-un, pourrait avoir lieu fin mai. Le 28 mars, le président américain Donald Trump publie un message sur les réseaux sociaux dans lequel il affirme être impatient de rencontrer Kim Jong-un, mais précisant que la politique de pression maximale va néanmoins se poursuivre. Le même jour, la porte-parole de la Maison-Blanche annonce que Kim Jong-un effectue une visite non officielle en Chine, ce qui envoie un signal très positif. Tout en restant raisonnable optimiste, nous avons l'impression que les choses évoluent dans la bonne direction. Selon la Chine, Kim Jong-un affirme être engagé dans la dénucléarisation, mais l'incertitude demeure sur ce que la Corée du Nord espère en retour de la part des États-Unis. Je pense que la grande question maintenant, c'est de savoir si la diplomatie va fonctionner ou pas. Si elle échoue, si le sommet entre le président Trump et Kim Jong-un ne permet pas d'atteindre l'objectif de la dénucléarisation, cela peut-il conduire les États-Unis sur le chemin de la guerre? Alors, une question, où vont se rencontrer ces deux hommes? Ils vont se rencontrer aux États-Unis, au Corée du Nord ou ailleurs? Disons qu'il y a plusieurs possibilités. Ça me paraît difficile que ce soit aux États-Unis ou en Corée du Nord. Chacun craignant évidemment pour sa propre sécurité en entrant sur le terrain de l'autre. Donc il faut avoir un lieu neutre. Voilà, donc quel peut être le lieu neutre? Est-ce que ça peut être la Corée du Sud? Ça me paraît délicat également. Ce n'est pas totalement exclu, mais ça me paraît quand même délicat. Dans un pays européen est-ce que ça peut être la Chine? Je pense que la Chine, évidemment, l'aurait souhaité, puisque vous vous souvenez que dans les années 2000, c'est quand même la Chine qui avait relancé les négociations à 6 pour essayer de trouver une solution diplomatique à la crise nucléaire. Mais compte tenu de l'ambiance actuelle entre la Chine et les États-Unis, de la guerre commerciale qui est en cours, je ne suis pas certaine que le moment soit adéquat. Mais ce n'est pas totalement exclu, mais ça me paraît mal adapté. Après, qu'est-ce qui nous reste en Europe? La Suisse, où Kim Jong-un a fait ses études, qui est un pays qu'il connaît bien, donc qui serait une manière pour lui de retourner sur un terrain connu, et la Suisse, de la part de sa réputation de neutralité, pourrait paraître adéquate. La Suisse a des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, donc pourrait, pourquoi pas, jouer ce rôle. Ou sinon, pourquoi pas aussi la France, qui a toujours aimé s'inscrire dans cette tradition de contribution à la résolution des conflits. Il me semble, moi, de mon point de vue en tant que Française, mais je ne suis pas dans la diplomatie française, que la France aurait une vraie carte à jouer de ce point de vue-là. Mais voilà, je ne sais pas. Sincèrement, il y a plusieurs possibilités. Oui, justement, la France est peut-être l'un des pays européens qui a une relation le plus intime avec le Corée du Nord, malgré que vous n'avez pas de relation diplomatique. Oui, enfin, intime, c'est peut-être beaucoup dire quand même, parce que il y a quand même une certaine distance et une part critique quand même très forte actuelle. Je me rappelle que François Mitterrand avait visité, en secret aussi, le Corée du Nord. La France a aidé le Corée du Nord à construire des buildings, etc. Et c'était effectivement une autre période, hein, donc au début des années 80, dans la période électorale de campagne présidentielle de François Mitterrand. Et il est resté un hôtel, d'ailleurs longtemps inachevé, à Pyongyang. Mais par la suite, donc, il n'y a pas eu de
d'engagement français dans une reconnaissance diplomatique de la Corée du Nord. Pour l'instant, les relations sont toujours passées par le biais d'une troïka et donc vous avez d'autres pays membres de l'Union européenne qui aujourd'hui ont une représentation diplomatique et ça passe souvent par ce biais-là. Mais néanmoins, ces derniers mois, vous avez eu quand même un début de réengagement français en Corée du Nord. L'Europe ne veut pas de guerre dans cette région du monde, très clairement. Il y a aussi des intérêts économiques forts, en Chine bien sûr, en Corée du Sud aussi, au Japon également. Et puis, non, je crois surtout pas repartir dans un conflit dans cette région du monde. Je pense que l'Europe a su démontrer que ce qui était finalement le fil conducteur de son identité, c'était de se battre pour le maintien de la paix. Donc je pense qu'on reste dans cette logique. En revanche, c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu un petit peu une précipitation d'événements aux frontières de l'Europe, donc dans tout le bassin méditerranéen, qui fait que, en effet, il y a un intérêt qui est peut-être plus fort actuellement pour la proximité européenne, mais ça n'exclut pas le fait que l'Europe a quand même son mot à dire et doit le faire, mais en œuvrant dans le sens de la paix. Bon. La dernière question, si la rencontre entre les divisions Corée du Nord et les États-Unis, comment dirais-je, n'ont pas abouti à un accord, quel sera l'avenir de cette région? Ne pas aboutir à un accord ne veut pas forcément dire que tout sera fini sur cette rencontre-là. Je pense qu'on est engagé dans une période de négociation qui sera longue et complexe. Mais il me semble, pour être allé encore une fois en Corée du Nord, qu'il y a en tout cas dans toute une partie de l'appareil nord-coréen une volonté de sortir de la situation actuelle, une volonté d'aller aussi vers l'ouverture, d'aller sur le chemin des réformes. Cette parole a été totalement étouffée ces derniers mois, mais je pense qu'il y a eu à un moment donné, et que ces personnes existent toujours, une volonté quand même de passer à un autre stade. Du côté américain, c'est ce que j'en doutais un peu. Vous voyez, Jimmy Carter ou Clinton, qui ont contribué au dialogue entre les deux pays, mais lorsque George Bush, fils, arrive au pouvoir, il a fait éclater tous les accords entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et aujourd'hui, Donald Trump est un président un peu imprévisible. Alors, est-ce que Trump peut continuer d'un chemin de Bush fils ou comme d'autres présidents, Clinton, Jimmy Carter ou Obama? On va voir évidemment la suite. Il me semble qu'il est imprévisible, certainement, mais c'est quand même un homme réaliste. On le voit dans la plupart de la manière dont il a géré les précédents dossiers qu'il a pu toucher. Il y a une part de provocation très forte chez lui. Encore une fois, de volonté de faire monter les enchères au maximum avant d'arriver à la négociation, mais ensuite, souvent une volonté quand même de trouver une porte de sortie. On l'a vu par exemple dans la négociation commerciale avec l'Europe, où vous avez eu une montée par exemple sur les tarifs de l'acier et de l'aluminium. Et après, finalement, une voie de sortie parce qu'il y avait d'autres intérêts qui paraissaient plus importants. Donc, voilà. J'espère que la paix s'installe sur la péninsule de Corée. Et si la péninsule de Corée peut trouver une paix durable, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les Européens, pour les Chinois, pour les Américains, surtout pour les Coréens. Bon, merci beaucoup, Caroline Puel. Merci d'être venue. Merci pour votre invitation. Merci. Et merci aussi pour nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et j'espère que notre émission peut vous informer un peu plus.